Séance plénière à l'Assemblée législative de transition. À l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du projet de loi portant institution du comité de veille et de développement et la loi portant ratification de l'accord pour le financement de la construction du centre hospitalier régional universitaire de Gawa. On en parle en début de journal. Visite nocturne du ministre de l'Énergie, des centrales électriques de Zaktouli, Kumsilga et Kosodo. Une sortie terrain pour encourager le personnel qui assure la fourniture de l'énergie, particulièrement en cette période de forte demande. L'actualité, c'est aussi cette conférence publique sur le panafricanisme et le fédéralisme, un panel initié par le réseau panafricain des relèves de demain au profit de ses membres et des étudiants de l'université Joseph Kizerbo. On en parle au cours de ce journal. Bonsoir et merci de nous suivre. Nous ouvrons cette édition à l'Assemblée législative de transition. Réunis en plénière ce 25 mars, les députés ont passé au peigne fin 2 projets de loi avant de les adopter à l'unanimité. Il s'agit du projet de loi portant institution des comités de veille et de développement dont l'objectif est d'organiser les populations afin qu'elles participent au processus de développement. Le deuxième projet de loi porte sur la ratification de l'accord signé en 2021 portant financement de la construction du centre hospitalier régional universitaire de Gawa. Les détails avec Abdoulrahim Nieni dans ce reportage. Adopté à l'unanimité des 67 votants du jour à l'Assemblée législative de transition, cette loi permet l'installation de comités de veille et de développement dans toutes les localités du pays. L'institution de ce comité vise à inclure tous les Burkinabés dans le processus de sécurisation et de développement. Le ministre en charge de l'administration territoriale explique qu'il s'agit de permettre à chaque village de se réunir et trouver des solutions endogènes à leurs préoccupations. Le colonel Boukari Zungrana soutient que c'est un travail de volontariat et apolitique. C'est l'ensemble des résidents d'un village qui forment le COVED, comité de veille et de développement. Mais il y a un bureau qui est mis en place, et ce bureau qui est mis en place là, il y a des conditions. Nous avons dit que dans le bureau, nous ne voulons pas que ce soit des gens qui font de la politique. Ne pas faire de la politique, ne pas être dans des organisations qui vont contre les intérêts du village, parce que ce que nous voulons, c'est que ce soit des gens, un regroupement des résidents du village qui définissent des objectifs pour le bien-être du village, aussi bien en matière sécuritaire qu'en matière de développement. Donc ça, ce n'est pas lié à un parti politique. Le ministre a rassuré que l'installation des comités de veille et de développement met fin à l'existence de toute autre structure ayant les mêmes prérogatives comme les CVD, comités villageois de développement. Aussi, le colonel Boukari Zungrana affirme que ces comités sont différents des VDP. Les COVED, autant ils leur enseignent, autant ils font de la sécurisation, autant ils font le développement. Et là, les COVED ne sont pas armés, alors que les VDP sont armés. Les VDP sont supervisés, encadrés par les forces de défense et de sécurité, alors que les COVED sont au niveau du village, sont pratiquement autonomes parce qu'ils s'organisent et ils font des comptes rendus ou des rapports soit au préfet, soit au conseil municipal. L'Assemblée législative de transition a également adopté à l'unanimité un projet de loi portant ratification de la convention de financement de la construction du centre hospitalier régional universitaire de Gawa. Le ministre en charge de la santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, s'en félicite. C'est un hôpital qui va bénéficier d'un scanner 64 barrettes donc de haute qualité. Nous aurons aussi d'autres équipements de pointe au niveau des services de pneumologie, de neurochirurgie. Nous aurons aussi la construction d'une centrale de production d'oxygène et aussi un centre de traitement des déchets biomédicaux.
Et donc pour nous, il s'agit aujourd'hui d'une grosse avancée dans l'offre de soins de qualité et sécurisée pour les populations de la région du Sud-Ouest. Le projet est prévu durer 3 ans à compter de 2023. Le ministre de la Santé rassure que les études sont déjà en cours et le gouvernement met tout en œuvre afin que les délais soient respectés. Situation humanitaire au Burkina. À la date du 31 janvier 2023, le nombre de personnes déplacées internes est passé à 1 938 792 selon le dernier rapport du CONASUR. Une mission de la CEDEAO est à Ouagadougou pour évaluer et valider les besoins présents de ces PDI. Après avoir visité des sites de déplacés internes, la délégation a eu des entretiens avec les parties prenantes. Après cette étape, elle s'est réunie en séance de travail pour évaluer la situation afin que le Burkina puisse bénéficier d'un soutien conséquent pour faire face au nombre de défis auxquels il est confronté. Au sortir des travaux, un rapport sera élaboré et soumis aux autorités de la transition. La directrice des affaires humanitaires et sociales de la Commission CEDEAO s'exprime au micro de Mamidri Anakamabou. I will not preempt the outcome of our meeting. The situation is complex. The situation is dynamic. Pour le moment, je ne peux rien dire de ce qui va être fait concrètement, parce que la situation elle est complexe et elle est dynamique. Et le gouvernement, les partenaires et les communautés hautes font beaucoup d'efforts. Et la mission a été sur le terrain et ils ont vu ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc ces partenaires, le gouvernement font des efforts pour essayer de répondre, d'adresser la situation. Donc un rapport sera fait à qui de droit. Et en cas des impressions, le rapport contiendra donc les impressions de la mission. Et il s'ensuivra naturellement des recommandations et une suite certainement sera donnée. La mission est là au nom donc de la CEDEAO pour exprimer et témoigner de sa solidarité à l'endroit du gouvernement et du peuple burkinabé. Et également, elles vont continuer à plaider pour davantage de ressources avec d'autres partenaires pour faire face à la situation. Et enfin, elle rassure que la CEDEAO, donc à travers la mission, reste engagée aux côtés du Burkina Faso pour faire face à la situation. With our recommendations and submit to our authorities who will take decision on the next steps. Suite de ce 20h, le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières a visité ce 24 mars les centrales électriques de Zaktouli, Komsilga et Kosodo. L'objectif de cette visite est de voir les installations des différentes centrales et toucher du doigt les efforts que les travailleurs consentissent au quotidien pour assurer cette fourniture d'énergie pour le bonheur des populations. Sur place, le ministre a échangé avec les techniciens sur les dispositions prises pour faire face à cette période de chaleur où la demande est forte. Les images d'Abdoulrahim Nieni. Visite nocturne du ministre en charge de l'énergie ici à la centrale thermique de Kosodo. Objectif, constater et encourager l'équipe de la Sonabel engagée pour fournir l'électricité au Burkinabé. Ici, les machines tournent à plein régime. Bien avant ce site, le ministre Simon-Pierre Boussim et sa délégation ont visité successivement la centrale électrique de Zaktouli et la centrale thermique de Komsilga. Le ministre Boussim a félicité les agents sur le terrain. Vous savez qu'en cette période de canicule, la question énergétique est très cruciale. Les gens en demandent énormément. Du coup, nous avons voulu effectivement faire cette sortie pour voir donc les installations et toucher du doigt les efforts que les travailleurs consentissent chaque jour, jour et nuit, afin donc d'assurer ce service, cette fourniture d'énergie pour le bonheur de la population. Le directeur général de la Sonabel rassure que la production de ces centrales, en plus de l'interconnexion, permet de couvrir la demande. Mais en cas de panne, la fourniture en électricité sera certainement perturbée, d'où la nécessité pour les équipes d'être aux aguets, confie Daniel Sermé. Le personnel donc a été mis à disposition pour que
en cas de défaillance des unités de production, ils puissent réagir à temps. Sinon, nous avons un ensemble de possibilités d'approvisionnement, mais c'est un équilibre qui est assez précaire. Donc dès qu'il y a une défaillance sur une ligne d'interconnexion, ça crée des perturbations et nous faisons tout ce qui est nécessaire pour rétablir, en tout cas dans un délai assez rapide, l'électricité pour les abonnés. Au regard de cette précarité, les premières autorités en charge du département de l'énergie invitent les populations à utiliser de manière rationnelle les ressources en énergie en cette période de forte demande. À l'issue de 2 jours de visite des infrastructures routières dans les hauts bassins et les cascades, le ministre des Infrastructures a dévoilé les grands chantiers en cours de son département. Le ministre Sorgho a parlé de la reprise des travaux de réhabilitation de la RN4 et de boutumage de la RN22 et celui de la RN18. En dehors de ces chantiers qui étaient à l'arrêt, de nombreux autres projets vont démarrer très bientôt. Le point avec Joseph Oudrou, notre reporter sur place à Bobo-Dioulasso. Suite aux récentes sorties du ministre des Infrastructures et du désenclavement sur la route nationale numéro 8 et numéro 7, Luc Adama Sorgho a donné un point de presse sur les projets de son département. Il s'agit entre autres de la reprise de certains chantiers qui étaient aux arrêts à cause du terrorisme. Luc Adama Sorgho, ministre des Infrastructures et du désenclavement. Il s'agit notamment des travaux de réhabilitation de la RN4, Fadang-Gourma-Kanchari, frontière du Niger, qui fait environ 167 km, les travaux de construction et de bitumage de la nationale 22, Kongoussi-Djibo, qui fait environ 96 km, les travaux de construction et de bitumage de la nationale 18, Fada-Ngourma-Bogandé, qui fait environ 129 km. En dehors de ces chantiers qui étaient à l'arrêt, d'autres projets ont vu le jour et sont en phase de démarrage. Luc Adama Sorgho, ministre des Infrastructures et du désenclavement. Nous pouvons citer entre autres les travaux de réhabilitation de la nationale 18, Bobo-Ororara, frontière du Mali. Les travaux de construction et de bitumage de la route Ouélia-Titao-Djibo. Les travaux d'élargissement de la sortie de la nationale 2 Ouara vers Ouélia. La poursuite des travaux d'aménagement et de bitumage de 50,7 km de voirie urbaine, soit 1,6 km à Bobo, 13 km à Ouagadougou et 25,9 km d'élargissement de la RN4. Et 10,20 km de la route Nord. La poursuite des travaux d'aménagement et de bitumage de 421,2 km de route. La poursuite des travaux d'aménagement de 541,129 de pistes rurales. La poursuite des travaux de construction de 3 péages modernes, le démarrage des travaux d'aménagement et de bitumage de 188,5 km d'Ando Kourouman, Boussa, Kawatchenga et Ouélia-Djibo. Le démarrage des travaux de réhabilitation de 169 km par Dano, Djibougou et Bobo-Ororara. À cela s'ajoutent les travaux d'aménagement, d'études, d'entretien et de construction d'ouvrages. L'une des préoccupations était le projet de bitumage de la route de Ndegema et celle du mausolée Gimbi Ouattara. Luc Adama Sorgho, ministre des Infrastructures et du désenclavement. Pour ce qui concerne la voirie de Ndegema, nous disposons déjà des études. Bon, pour la voirie du mausolée de Gimbi, c'est juste une évaluation, on n'a pas des études. Mais soyez rassurés que nous allons intervenir bientôt, on va accélérer les études et nous allons, la population soit rassurée au niveau du Bobo, qu'il y a le fonds spécial routier qui va s'en charger en fonction des entrées. Tous ces projets sont à réaliser à court et moyen terme, a affirmé le ministre des Infrastructures et du désenclavement. Accompagnée de ses partenaires, l'équipe de mise en œuvre du projet d'appui à la compétitivité des produits de la filière karité a effectué une visite terrain dans les quartiers Pissé et Tanguindasouri. 2 unités de production qui ont bénéficié de l'accompagnement du projet ont été visitées. Il était question pour les acteurs du projet à travers cette visite de s'imprégner des réalités sur le terrain. Les images avec Maxime Jean de Bambara.
L'équipe du projet d'appui à la compétitivité des produits de la filière qualité, accompagnée des partenaires du secrétariat exécutif du cadre intégré renforcé et du Luxembourg, en visite terrain dans la commune de Tanguin. Ici, nous sommes au siège de l'unité de production de beurre de qualité et de produits dérivés dénommée Burkina. Grâce à l'accompagnement du projet, Théophane Bougouma, promoteur de Burkina, a pu se doter d'une chaîne complète de production et d'un magasin de stockage. Cette visite terrain a permis aux visiteurs de voir les différentes étapes de production du beurre de qualité. C'est le lavage des amandes, c'est l'étalage, le séchage, le tri, et ensuite on passe au concassage. Et après, on passe à la torréfaction, la mouture, et puis le barattage, et puis la cuisson. On reçoit quelque chose et qu'on extrait pour maintenant procéder à la filtration et puis à l'ensachage. Avec plus de 45 employés, notamment des femmes, le travail se fait à la chaîne dans cette unité de production. L'accompagnement reçu du projet a permis de booster la production selon le promoteur Théophane Bougouma. Mais la principale difficulté reste l'approvisionnement en matière première. C'est l'approvisionnement en matière. Nous avons démarré après avec 3 tonnes. Mais pour des contingences extérieures, nous avons dû suspendre les travaux vu le coût d'approvisionnement en matières premières. Après Tanguin Dassouri, le cap est mis sur PC au siège du laboratoire Odis Cosmétiques, une unité de production mise en place par Odette Zouré, spécialisée dans la fabrication des produits cosmétiques naturels, notamment des savons, des pommades et des crèmes faits à base de qualité. Nous, on a un savon qui est Odis anti-bouton, qui aide le patient à prendre ses boutons en charge. Pourquoi ? Parce que c'est un savon antiseptique. Ça va nettoyer la peau parce que le savon vient comme un adjuvant. Tu prends tes produits, ça va calmer la douleur, mais il faut un produit externe pour aider, pour ne pas laisser ta peau bizarre. Après ça, on a Odis anti-taches. Après les boutons, il y a les taches qui vont nettoyer la peau en profondeur et laisse la peau toujours propre, sans les taches. Aujourd'hui, la directrice générale du Odis Cosmétiques s'est réjouie d'avoir bénéficié de l'accompagnement du projet d'appui à la compétitivité des produits de la filière qualité. Avec l'aide de la chaîne de production des CIR, et cette année, je peux dire que ça va, puisque grâce à l'augmentation de la capacité de production, on a pu au moins enregistrer même nos produits ailleurs. Parce qu'avant ça, on ne pouvait pas. Pourquoi ? Parce que si on nous demande et qu'on n'a pas pu respecter la livraison, ça fait un manque de confiance. L'ambition de la promotrice est d'acquérir son propre terrain pour installer son unité de production et recruter plus d'employés. Du côté des visiteurs conduits par le coordonnateur de l'unité nationale de mise en œuvre du cadre intégré renforcé, l'on se dit satisfait des réalisations sur le terrain. La satisfaction ne se lit pas seulement sur les visages de l'équipe de projet et de l'administration à travers le ministère du Commerce, mais aussi nos partenaires étaient vraiment très satisfaits. Dans la coopérative de production des savons et pommades, ils ont bénéficié d'abord d'un accompagnement de 9 millions et demi et également d'une chaîne dont le coût avoisine dans les 20 millions. Mais au-delà de cet accompagnement, ils ont pu bénéficier d'autres appuis tels que l'acquisition des emballages, les formations sur des thématiques telles que le marketing, surtout la gestion des entreprises, mais également comment, lorsqu'on est en coopérative, comment on doit s'organiser pour que cette coopérative puisse bien fonctionner. Selon le coordonnateur de l'unité nationale de mise en œuvre du cadre intégré renforcé, la vision du projet est de capitaliser les investissements et faire en sorte que les différentes unités de production s'inscrivent dans la durabilité, mais aussi faire bénéficier le projet à d'autres entrepreneurs. Nous en venons à cette sortie médiatique du Front pour la défense de la République, une sortie pour présenter et procéder au lancement officiel de ses activités. Pour Yamel Yogo, le coordonnateur national du FDR, c'est au regard du recul de la liberté d'expression et aux atteintes massives aux droits de l'homme que le Front pour la défense de la République a vu le jour. Serge Bassolé, Mamidriana Kamabo. Cette conférence de presse marque le lancement officiel du Front pour la défense de la République, FDR. Pour le coordonnateur national de ce mouvement, Yamel Yago,
Le FDR se veut un cadre de convergence de l'ensemble des patriotes, des forces démocratiques, des syndicats, de la diaspora et bien d'autres. Nous, organisation de la société civile, lançons aujourd'hui le Front pour la défense de la République, FDR en abrégé. Ce front se veut un cadre de convergence de l'ensemble des patriotes, des forces démocratiques, des leaders religieux et coutumiers, des syndicats, des organisations socio-professionnelles de la diaspora pour impulser un vrai sursaut national afin de sauver la patrie en danger. D'ores et déjà, le Front pour la défense de la République exhorte le pouvoir militaire à rassembler l'ensemble des fils et filles du Burkina, civils comme militaires, autour des défis existentiels de l'heure. Se reconcentrer sur les principales missions de la transition, à savoir la libération du territoire national, le retour des personnes déplacées, l'organisation d'élections libres et transparentes marquant un retour de l'ordre constitutionnel. Gouverné par l'exemplarité. Le coordonnateur national invite tous les partisans à rejoindre le Front pour la défense de la République afin de défendre l'intérêt général et sauver le Burkina Faso. Le Front pour la défense de la République exige la démission sans délai du Premier ministre et son gouvernement pour incompétence et la mise en place d'une équipe consensuelle, inclusive et apte à résoudre les problèmes du pays. Le Front pour la défense de la République lance un vibrant appel aux forces démocratiques à rejoindre sans délai ce front pour défendre l'intérêt général et sauver le Burkina du chaos. Refuser toute forme de dictature qui remettrait en cause les acquis de la lutte historique du peuple burkinabé. Soutenir les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Se tenir prêt pour le combat, pour la liberté et la dignité. Le Front pour la défense de la République demande le respect des droits humains. Il exige par ailleurs la levée de la mesure de restriction des activités des partis politiques et des organisations de la société civile. Le réseau panafricain des relèves de demain a tenu ce 24 mars une conférence publique au profit de ses membres et des étudiants de l'université Joseph Kizerbo. Les échanges ont tourné autour du thème panafricanisme et fédéralisme. Et pour développer ces deux thématiques, le docteur Olope Peigné, politologue et professeur Ousenili était face à l'assistance. Le point des débats avec Nadim Zongo. Panafricanisme et fédéralisme, c'est le thème qui réunit ici ces étudiants. Un thème qui tire sa source de la dernière rencontre des chefs de la diplomatie du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée, qui annonçait un projet de fédération entre ces trois pays. Ce projet, selon le professeur Ousseni Ili, est complexe et se heurte à des difficultés non négligeables, a-t-il expliqué face à l'assistance. C'est un engagement très important, puisque ce sont des pays qui vont abandonner leur souveraineté au profit d'une nouvelle entité. Ce qui exige que, naturellement, il faut que les populations soient consultées. Donc ça, c'est un premier obstacle. Et ensuite, il y a des questions pratiques. Et comme on l'a soulevé pendant le débat, les questions sur la capitale, le choix des dirigeants, la rédaction d'une nouvelle constitution. Donc les questions pratiques, ajoutées au fait que ça semble être une fédération qui a été décidée juste par réaction, mais pas de manière réfléchie, naturellement. Et cela ajouté au temps dont dispose la transition, qui est en principe de moins de 2 ans à l'heure actuelle, c'est clair que c'est quelque chose qui est quasi impossible, sinon impossible. La transition, selon le professeur Ousseni Ili, n'est pas vraiment le moment propice pour la mise en place d'un tel projet. La fédération de ces trois pays doit être bien réfléchie et ne doit pas venir des dirigeants uniquement. Elle doit être une aspiration réelle des populations pour qu'elle ait une base solide. Aussi, faudra-t-il trouver les réelles raisons de la fédération en question. Le sociopolitologue Olope Peigné, qui a développé le sujet du panafricanisme et établi le lien entre le fédéralisme et le panafricanisme à cette rencontre, propose d'aller vers la confédération d'États avant d'évoluer vers la fédération, ce qui est aussi une forme de panafricanisme. La confédération d'États, c'est une association entre des États pour atteindre des buts collectifs, pour se ménager un destin commun. Et je me dis que cette confédération est assez souple et peut-être une étape vers le fédéralisme, vers des États fédérés. Voilà. Mais
aller directement dans un État fédéral, ça demande beaucoup plus d'efforts, ça demande beaucoup plus d'investissement. Mais pour l'heure, il est possible de mettre en place une association d'État. Une association d'État comme prélude à une grande fédération qui pourrait naître et se donner le temps maintenant de consolider les bases, surtout au niveau communautaire, pour maintenant pouvoir aller à une vraie fédération le jour où les peuples vont estimer le moment venu pour mettre ça en œuvre. Le débat sur le thème de fédéralisme et panafricanisme a duré plus de 2 heures dans l'auge et a intéressé ses participants qui n'ont pas hésité à apporter leur contribution. L'objectif de cette conférence publique est de permettre aux étudiants de maîtriser les différentes notions abordées. L'initiative est du Repère, le réseau panafricain des relèves de demain. Le résultat du Grand Prix de poésie Thomas Sankara a été rendu public ce mardi 21 mars. Marie-Clotilde Bastide est la lauréate de cette 4e édition. Elle remporte le premier prix avec son poème intitulé Retour. C'est la librairie Mercury Sizalazad ici à Ouagadougou qui a servi de cadre à la cérémonie de proclamation des résultats et de remise des trophées. Retour maintenant sur la cérémonie avec Alexis Winkouni Belmnaba. Marie-Clotilde Bastide est la lauréate du Grand Prix de la poésie Thomas Sankara, édition 2023. Avec son poème intitulé Retour, ce poème a séduit le jury par sa sobriété, sa musicalité et la beauté de sa sonorité, mais aussi pour l'esthétique de ses figures de style, les émotions qu'il fait vivre et qui procurent au texte toute la splendeur de sa poéticité. Ce poème évoque la crise sécuritaire que vit le Burkina Faso avec l'espoir d'un retour de la paix et de la stabilité. Thomas Sankara est une référence en tant qu'homme politique révolutionnaire. Et c'est aussi une référence en tant que plume, parce que je trouve qu'il a des discours absolument sublimes et que je relis régulièrement pour ne pas perdre le fil de sa pensée, mais aussi pour le plaisir vraiment de son écriture. Donc c'est d'abord pour moi un grand honneur que d'avoir reçu un prix qui porte son nom. Placé sous le thème Sourire au soleil, cette 4e édition n'a retenu que 12 sur 56 textes reçus et c'est en fonction des critères définis par le jury. Pour l'essentiel, il y a eu des textes qui ont été choisis par les 3 membres et ces textes ont été d'office retenus. Et ensuite, il y a eu des textes qui ont été choisis par 2 membres et ces textes aussi ont été retenus. Lorsqu'on a fait cet exercice, nous sommes retrouvés à 12 textes. Il a fallu maintenant procéder au classement. C'est vrai qu'on a donné un résultat, mais les notes étaient au coude à coude. Au regard des critères, au regard de la sensibilité des uns et des autres, de la profondeur des textes, on a eu les résultats que vous avez entendus. Et il faut préciser aussi que nous avons travaillé dans l'anonymat total des copies. C'est après les résultats que nous avons cherché à savoir qui était qui. Pour la présidente du comité d'organisation, le choix de cette thématique se justifie par la résilience, mais surtout est un appel au dialogue pour une victoire commune contre le mal que vit le Faso sous toutes ses formes. Voilà, c'est un appel à l'espoir, voilà, à la combativité. Voilà, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a notre pays connaît beaucoup de tout depuis des années. Cette année, il y a eu beaucoup d'innovation. Voilà, l'innovation majeure, c'est les résultats lors de la cérémonie qu'on a innové en fait. En perspective, le comité d'organisation du Grand Prix de la poésie Thomas Sankara émet le souhait d'instituer des marchés de poésie. L'idée est d'amener les jeunes à l'amour de la poésie et de les faire enseigner dès la maternelle. Les 12 textes retenus ont été rassemblés en un recueil intitulé « Penser la paix, penser la plaie ». Édité aux éditions Ikra Livre, il est disponible à la librairie Mercury. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci d'avoir été des nôtres toute cette semaine. Bon week-end et prenez soin de vous. Bonsoir.